d'autres préoccupations. Alors on peut continuer? Ok. Donc, deuxième point, on a le contenu du contrat du travail. Donc, un contrat du travail, il faut que il respecte une certaine forme. Donc, le contrat de travail est rédigé en faisant référence à certaines mentions. Il doit toujours être intitulé par le type de contrat. Voilà, donc on doit voir en tête le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée ou le contrat à temps partiel. Voilà. Et puis maintenant, le contenu peut se présenter sous forme de petits points, 1, 2, 3, donc par exemple 1, la nature du contrat. On va dire bon, petit 1, ce contrat est un contrat à durée déterminée. Ce contrat est un contrat à durée indéterminée. À compter de telle date. Si on veut le faire sous forme de chapitre. Chapitre 1, nature du contrat. Voilà. Soit sous forme d'article. Article 1, etc., etc. Donc, dans tout contrat, on a d'abord l'entête. Il doit donner les références sur d'abord l'employeur. Et donc, le contrat il commence toujours par la qualité des parties. Et donc, on va dire par exemple, bon, ce contrat de travail est un contrat à durée déterminée entre, et puis on donne les références de l'entreprise. Son nom, son adresse, son numéro de téléphone, voilà. Pardon? Le stylo bleu. Le stylo d'arraché. Donc, à l'entête, le contrat commence par entre. On donne les références de l'employeur. Et puis, on donne maintenant les références de l'employé ou du salarié. Voilà. Donc, le contrat commence toujours par la qualification, la destination des parties. Ensuite, deuxième élément, le contrat doit toujours mentionner les textes qui vont le régir, donc qui vont s'appliquer à lui. Tout ça aussi c'est très important. Il faut toujours baliser le contrat avec les textes qui vont s'appliquer. Donc, le code du travail, il faut toujours faire référence au texte. Parce qu'on nous dit quoi? La précision des textes permet donc de faciliter la gestion des conflits de travail. Voilà. En cas de conflit, bon, ce sont ces textes-là auxquels on va se référer. Si un texte n'est pas mentionné dans le contrat, bon, il ne peut pas être appliqué parce que le contrat de travail, c'est comme tout contrat. C'est la volonté des parties. On y met les clauses sur lesquelles les parties sont tombées d'accord. Et en droit, on dit quoi? Nul ne peut évoquer sa propre turpitude. Voilà.
dire non, je ne savais pas, mais je n'ai pas fait attention. Donc, lorsqu'on rédige un contrat, il faut vraiment déterminer au maximum possible les textes qui vont s'appliquer au contrat. Voilà. Parce que par exemple, on peut avoir le code du travail, on peut avoir la convention collective interprofessionnelle, on peut avoir des conventions de secteur d'activité. Donc si on n'a pas mentionné, par exemple, ces conventions particulières-là, bon, ça veut dire quoi que, en cas de conflit, on ne peut pas les invoquer. Voilà. Donc il faut toujours faire attention. Et les contrats, il ne faut rien négliger. Parce que l'une des caractéristiques de la règle de droit, c'est qu'elle est interprétative. Il faut faire attention aux virgules, aux points de virgule, etc., etc. Souvent, vous avez des employés qui sont ça c'est très important, les textes qui vont régir le contrat. On va dire article, bon, ce contrat sera régi par les dispositions du Code du travail de septembre 2015, la convention collective interprofessionnelle de juillet 1976, la convention inter-entreprise du secteur des banques ou des travaux publics, telle date, etc., etc. Même le règlement intérieur de l'entreprise. Donc il faut vraiment y porter attention. Les vont faire accompagner le contrat de travail de tous ces documents-là. Voilà. On donne au salarié avec sa fiche de poste, sa fiche de fonction, et tout ça. Oui. Et donc, le contenu du contrat de travail, il y a le contenu des accords. Donc, il va porter la nature et la durée du contrat. Par exemple, c'est un contrat de travail à durée déterminée, 3 mois, à compter de telle date. Donc, que ces choses-là aussi soient précisées. Le classement catégoriel de l'employé, la description des activités ou des tâches, la rémunération, surtout la rémunération brute. Si par exemple, votre rémunération d'état de 400 000 francs, lesquels on va déduire les impôts et les taxes. Parce qu'on peut recruter 2 personnes avec la rémunération brute, mais qui ne vont pas avec la même rémunération brute, mais qui ne vont pas percevoir la même rémunération nette. À raison en cas de conflit, voilà, c'est tel tribunal qui sera compétent pour. Et en matière contractuelle, le principe du tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu d'exécution du contrat. Voilà. En matière contractuelle, le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu d'exécution du contrat. Voilà.
Parce que, oui. On peut signer un contrat à Abidjan. On signe le contrat à Abidjan et puis on l'exécute par exemple en France. Donc en cas de conflit, c'est le tribunal de la France qui sera compétent. On fait quoi? Signer un contrat. Ici. Oui. Et puis on l'exécute dans un autre pays. Oui. En cas de conflit. C'est où on l'a exécuté, là, où on l'exécute, c'est là-bas que on dit quoi? Le principe, c'est la loi du lieu d'exécution du contrat. Donc, qui dit principe dit il y a exception. Voilà. Maintenant, si nous, exceptionnellement, on veut faire. Parce que le principe dit quoi? Que la loi du contrat, le tribunal compétent, c'est la loi du lieu d'exécution du contrat. Donc, si nous, on n'a pas mentionné dans notre contrat qu'en cas de conflit, le tribunal compétent sera le tribunal du premier instant d'Abidjan, automatiquement, c'est où il est là. Voilà. Il peut nous convoquer là-bas. Si on a mentionné dans le contrat que en cas de conflit, voilà, le tribunal compétent, ça sera le tribunal du lieu. Parce qu'on peut avoir plusieurs cas. On peut avoir le tribunal du lieu d'exécution du contrat. On peut avoir le tribunal du lieu du domicile de l'employé. On peut avoir le tribunal du lieu du siège de l'entreprise. On peut même avoir le tribunal du lieu de la nationalité de l'employé, qui peut être différent de son lieu, voilà, de travail ou même de son domicile. Donc, il y a tous ces éléments-là qui peuvent intervenir dans un contrat de travail. Donc, le principe, c'est que si on n'a pas mentionné dans le contrat que dans notre cas, en cas de conflit, c'est le tribunal d'Abidjan qu'on doit saisir, mais s'il y a un contentieux, le monsieur peut saisir le tribunal de son choix. De son choix. Non, c'est plus de son choix. Pourquoi? Si tu n'as pas précisé. Si tu n'as pas précisé, on dit le principe c'est ça. Maintenant, exceptionnellement, là, ça peut être le tribunal du lieu de son pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, là, on dit que les tribunaux ivoiriens sont compétents pour toute affaire qui concerne un Ivoirien. C'est-à-dire qu'un Ivoirien, s'il a travaillé en Tanzanie, là, et qu'il y a un souci là-bas, là, son entreprise tanzanienne, là, il peut la convoquer en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va? Maintenant, le tribunal, si dans le contrat, il est prévu, par exemple, que non, le contrat sera, le tribunal compétent sera le lieu du tribunal de, comment on appelle ça? C'est Arusha, non, ça. Donc, il va saisir la loi ivoirienne, là. La loi ivoirienne va dire, ah, bon, déjà dans le contrat, là, on a mentionné que c'est là-bas. Donc, nous, on est incompétents. Non, le souci qu'elle a eu dans l'intervention, c'est de son choix. Oui, de son choix. Il n'y a plus de choix à faire puisque le principe est là. Non. Le principe, c'est que si tu n'as pas fait ici, c'est là-bas que tu dois faire. Donc, il y a plus de choix à faire. Non. Le principe, c'est ça. On dit quoi? Il y a des exceptions. Maintenant, l'exception là. L'exception là, ça peut être plusieurs exceptions. Mais on n'a pas mentionné. Pardon? On n'a pas mentionné dans le contrat. Justement, c'est parce Oui. qu'on n'a pas mentionné. C'est parce qu'on n'a pas mentionné maintenant là que il peut saisir partout. Voilà. Par exemple, il est ivoirien. On l'a envoyé travailler. L'entreprise est au Burkina. Et puis on l'a envoyé travailler, n'est-ce pas, en France. On dit le principe là, c'est le tribunal du lieu d'exécution du contrat. Donc ça veut dire quoi? Il a le choix. C'est-à-dire s'il saisit le tribunal de Paris là, ça c'est le principe. C'est-à-dire ce tribunal là, le principe dit que lui il est déjà compétent. Maintenant la loi ivoirienne nous dit que un Ivoirien là, il peut convoquer n'importe qui pour n'importe quelle affaire devant les tribunaux ivoiriens. Donc il a le choix, puisque le principe dit qu'il peut saisir le tribunal français. Mais la loi ivoirienne aussi dit
les tribunaux ivoiriens sont compétents pour se saisir de toute affaire. Voilà. Donc, par exemple, si il travaille pour une entreprise burkinabé, il a posé sa plainte en Côte d'Ivoire ici, et que le travail se fait en France, mais si, par exemple, il a posé sa plainte, il a plainte contre l'entreprise burkinabé ici. Et puis, on convoque l'entreprise burkinabé, elle n'est pas venue. Et puis, un jour, elle a des intérêts qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Le tribunal ivoirien peut dire, ah, mais vous là, vous avez, dans votre bien là, nous on le saisit pour le moment parce que vous avez une affaire ici concernant un de nos nationaux qui a dit qu'il a travaillé chez vous, il a présenté les contrats. Donc chez nous ici là, la loi dit en cas de rupture du contrat, voilà comment on doit payer on doit d'abord payer les indemnités de rupture, on doit payer les dommages et intérêts et tout ça. Donc nous on a trouvé vos biens ici là, on bloque ça d'abord, voilà, parce que on a un de nos nationaux, on a un national ivoirien qui est en conflit avec vous, qui a des intérêts, et donc comme nous on a trouvé des choses qui peuvent permettre de le désintéresser, on bloque ça d'abord. Et puis vous venez maintenant, le débat devient contradictoire, et puis bon, le tribunal ivoirien voit si l'entreprise burkinabé, elle a raison, il n'y a pas de problème. Mais si elle n'a pas raison, on va lui dire, bon, comme c'est notre national là, voilà ce que vous devez faire. Soit vous payez d'abord tout ce que vous devez, votre véhicule, votre machine ou votre avion là. Nous on bloque ça ici d'abord. Voilà. Mais Donc si il a le choix. Si on a fait le contrat ici, c'est un tenant, si on a proposé, Oui. puis il va l'exécuter à Yopougon. Oui. Il y a un conflit. Oui. Dans le principe, c'est que c'est le lieu d'exécution, c'est ici à Yopougon. Oui. Maintenant, il y a un conflit. On n'a pas mentionné. On pourrait être à Cocody, on pourrait régler le tribunal du plateau, par exemple, peut être compétent. En ce moment-là, il n'y a pas de choix à faire, puisque la seule chose qui se pose à lui, c'est le tribunal de Yopougon. Non, mais puisque le contrat n'a pas mentionné D'abord, je veux savoir, est-ce que ce principe-là, tous les salariés connaissent ce principe? Normalement, c'est la GRH qui doit connaître le principe pour pouvoir mettre. Parce que si moi, je ne connais pas un principe et que mon contrat ne m'a pas obligé à faire quelque chose, je vais me plaindre où je... Le principe là, on dit le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu d'exécution du contrat. On a conclu le contrat qui se passe dans une entreprise à Yopougon, n'est-ce pas? Et puis, l'employé là, il dit non, moi je vais aller saisir le tribunal du plateau. C'est ça votre question, non? Je m'avais dit, on a signé un contrat. Oui. Ici à Cocody. Le lieu d'exécution de ce contrat là, c'est à Yopougon. Maintenant, il y a un conflit. Normalement, le tribunal compétent, c'est celui de Yopougon. Comme il y a l'exception, l'employé et l'employé décident, en cas de conflit, on pourrait saisir le tribunal du plateau. Du plateau, oui. Donc, en ce moment-là, c'est le tribunal. C'est clair dans le contrat que c'est le tribunal du plateau qu'on va saisir. Maintenant, si cette mention-là ne figure pas, cette exception ne figure pas dans le contrat. C'est le tribunal de Yopougon qui est seul habilité à régler le problème. Non. C'est pas le tribunal de Yopougon qui est seul habilité, puisque cette mention ne figure pas, on n'a pas figuré que c'est au plateau, mais que ça sera à... le principe, c'est que ce soit dans le mode d'exécution. Voilà, ce sera dans le mode d'exécution, n'est-ce pas? On nous dit quoi? Le tribunal compétent, c'est d'abord le tribunal du lieu d'exécution du contrat, n'est-ce pas? Ça, c'est le principe. Voilà. C'est-à-dire que si aucune des parties n'a fait autre mention, voilà. S'il n'y a pas de mention, c'est là-bas
on doit y aller. Voilà. Maintenant, si il n'y a pas de mention, en cas de conflit là, le travailleur, il peut saisir le tribunal de son choix. Maintenant, c'est ce tribunal-là maintenant qui va dire, moi je suis compétent ou bien je ne suis pas compétent. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Il peut saisir, comme elle a dit là, il a le choix. Maintenant, c'est quand ça arrive là-bas, là, le tribunal va dire, donc, moi, je ne suis pas compétent parce que votre affaire, ça s'est passé, le travail là, ça s'est passé à Yopougon. En réalité, il n'a pas le choix. En fait, moi, c'est le choix là qui me dérange. Il n'a pas le choix. Il peut ne pas peut-être avoir l'information que ça devrait être le tribunal de Yopougon. Mais à partir du moment où le principe dit que c'est le tribunal de Yopougon, il n'a pas le choix en fait. Il va aller taper aux portes et c'est ces portes qui vont lui dire non, en fait, c'est ici. Mais quand on dit avoir le choix, c'est comme si tu as 2 ou 3 tribunaux à ta disposition et puis tu décides d'aller. Mais ces tribunaux aussi peuvent être compétents. Non, c'est tribunal, tu t'en vas par exemple le voir, lui va te dire quoi? Je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent. Tu t'en vas sur le deuxième, il dit je ne suis pas compétent. Oui. Mais est-ce que la réalité c'est le choix que tu as? C'est même contre la police en fait. Tu n'as pas le choix, c'est l'information que tu n'as pas. Si tu avais l'information, tu partais directement dans le principe qui est Yopougon. Oui. Ça s'applique seulement au tribunal, bien à l'inspection par exemple. Maintenant. Non, moi mon problème là, c'est la tête. Le choix là, c'est ça qui me dérange. Si moi mon principe, c'est que c'est Yopougon, on ne peut pas me dire que j'ai le choix. Parce que je n'ai pas la connaissance que c'est Yopougon. D'accord. Voilà. C'est la seule chose qui me dérange en fait. Parce que si par exemple, il habitait au plateau, la loi dit que le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu d'habitation. Et le tribunal du lieu du domicile peut être compétent pour. Ça vient. Voilà, ça vient. Voilà. Fallait qu'on puisse. Voilà. Donc, mais ce sont les exceptions là qui amènent au choix. Voilà. Et là, plateau n'a rien à voir avec. Voilà. Que ce soit la signature, que ce soit la signature, que ce soit l'exécution, le plateau n'a rien à voir, mais. Voilà. Donc vous voyez que un contrat de travail peut avoir plusieurs subtilités. Exactement. Voilà. Il peut avoir plusieurs subtilités. Donc, lorsqu'on établit un contrat de travail, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut être bien clair. Voilà. Parce que vous êtes là et puis bon, on vous appelle, on dit donc vous êtes convoqué au tribunal du plateau. Oui. Non, vous ne savez pas pourquoi. Quand on vous appelle pour une affaire, quand vous regardez même les intérêts de l'affaire là, ça fait 80 000. Ce que vous devez au monsieur, tout là. C'est ce qui s'est passé. On a fait un contrat ici, la personne l'exécutait à l'intérieur du pays. Je crois que c'est Divo ou bien quoi. Mais il a saisi l'expression du travail du Divo. Parce que, effectivement, je comprends maintenant, c'était pas clair dans son contrat que peut-être si tu as un problème, viens à Abidjan, saisis l'expression du travail d'Abidjan. Il a saisi là-bas, donc on a dû partir là-bas. Mais en réalité, c'est qu'on devait payer au gars, comme le monsieur le dit. C'était rien, quoi. Voilà. Non, le problème, c'est pas que ce n'est rien. Le problème, c'est où on doit aller là. Voilà. C'est maintenant que. Non. En fait, c'est maintenant que je comprends qu'il faut être bien clair sur la. Parce que c'est un article qui ne figure pas dans notre contrat de travail. En cas de conflit, là, voici le tribunal qui sera compétent. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est clair. Donc, comme vous l'avez dit, le gars est en France, là-bas, par exemple. Bon, il allait exécuter le contrat en France, un contrat qui a été signé ici. Conclu en Côte d'Ivoire. Il te saisit là-bas. Il me saisit là-bas. Voilà. Et monsieur, est-ce que c'est du devoir du DRH d'informer l'employé sur ses droits? De quoi? Est-ce que c'est du devoir du directeur des ressources humaines d'informer l'employé? Oui, c'est pas une obligation, mais ça fait partie de ses devoirs. On peut par exemple faire une formation avec les délégués. L'entreprise a fait une formation sur le droit du travail avec les délégués. Si on est une très grande entreprise, on peut faire une formation sur le droit du travail avec les chefs de service, etc. Et puis on dit bon.
chaque 2 semaines, à la pause telle semaine, voilà, réunissez vos collaborateurs et puis expliquez-leur. Aujourd'hui, on parle de management du travail. Voilà, ce n'est pas seulement le droit du travail. Aujourd'hui, on parle de management du travail. Donc, le contrat de travail même là, il doit s'inscrire dans le cadre d'un certain management. Manager là, c'est quoi? C'est la communication avec, voilà. Donc, le droit du travail là, il faut qu'il soit managé, il faut que les uns et les autres, ils comprennent. Comme on l'a dit, souvent ils ne savent pas. Voilà, il faut leur expliquer que, voilà, ils ont des droits, mais aussi des obligations. Mais ils ont des obligations, mais ils ont aussi des droits. Ça, c'est le rôle du gestionnaire des ressources humaines. Ce n'est pas seulement attendre, parce que souvent, le gars il commet des actes parce qu'il ne sait pas ou bien il n'en mesure pas la portée. Mais s'il est formé dessus, bon, il peut, n'est-ce pas, souvent se retenir de faire certaines choses. Et ça, c'est, on dit quoi, le responsable des ressources humaines, il a une mission de pédagogue. La pédagogie, là, ça fait partie. Donc, il doit enseigner son personnel sur leurs droits et leurs obligations. Donc on peut faire des actions, des actions de formation sur le droit du travail, sur les droits et les obligations des employés, voilà. Donc ils ont compris, etc. Ça peut leur permettre de savoir que tel acte, si je pose, souvent ils posent des actes, c'est même pas que c'est grave ou bien ça peut entraîner une sanction. Allez-y. Voilà. Donc ça nous, quand on fait le contrat de travail, on essaie de les baliser le plus possible, surtout dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Tout dans l'intérêt de l'entreprise. Est-ce que souvent l'intérêt de l'entreprise, on ne voit pas le DRH, on n'est pas tout dit, par exemple? Oui, mais dis aux gens leurs droits et leurs obligations, est-ce que ça c'est tout? Les former sur le droit du travail. Il y a plein de gens qui rentrent en entreprise, ils ne connaissent rien. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le DRH ne doit pas tout leur dire. Mais souvent, tu l'as du tout. Oui, parce que souvent, quand je vais à la banque, ils vont attaquer. les gars, ils te donnent un bagage, un gros document, mais en fait, ils savent que tu ne peux pas tout lire. C'est ça. Et tu signes. Après, on te fait sortir de ces clauses-là. Oui, mais quelles sont les conséquences après? Mais après, si on ne fait pas dans vous, perdez un client. Ah, mais en fait, c'est que. Justement, ce sont ces conséquences-là qu'on ne mesure pas aussi. Parce que lire tout ça là, c'est pas évident. Donc, un client perdu là, c'est au moins 10 clients que vous perdez. Voilà. Mais on n'en a pas on ne mesure pas, on ne voit pas tout de suite. Mais qu'est-ce que je fais après quand ce client qui est là n'est pas satisfait? Est-ce que ce produit-là lui peut proposer ça encore? Ou si quelqu'un lui demande des informations, il peut dire voilà, à une de ses connaissances ou à un membre de sa famille de souscrire à ça. Donc, vous ne comptabilisez pas le nombre de clients que vous aidez derrière par la ruse. Voilà. Et nous, on est souvent dans les jurys de soutenance, souvent dans les banques, les assurances, quand les auditeurs soutiennent sur la satisfaction et la fidélisation des clients, mais c'est des choses qui se perçoivent tout de suite. Voilà. On dit non, on avait tel produit, les chiffres, le portefeuille client par rapport au produit a baissé. Donc notre objectif c'est de le relever. Et puis quand on regarde les statistiques qui ont fait que le chiffre d'affaires a baissé, le portefeuille client a baissé, mais c'est l'insatisfaction. C'est ça. Voilà. Les gens ne sont pas satisfaits, soit du délai qu'on leur a donné pour les rembourser, voilà, soit du taux même qui a été perçu, donc de ce qu'ils s'attendaient à percevoir.
Tout simplement parce que bon, peut-être ces choses-là, comme vous l'avez dit, c'était caché dans les contrats là-bas qu'ils n'ont pas lu. Et ceux-là, vous proposez de nouveaux produits, vous cherchez des clients qui sont déjà dans la banque pour qu'ils souscrivent à cette. Parce que très souvent aussi, on lance de nouveaux produits et puis on veut que les anciens clients qui sont déjà dans la banque là, on leur fasse des retenues sur leur compte pour ces nouveaux produits-là. Et puis le gars, il refuse. Et le refus, c'est dû au retour d'expérience. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'expérience client. C'est ça. On lui a déjà fait. Voilà. Donc, on a 1000 clients dans l'agence. On veut lancer un nouveau produit en ayant au moins, on va dire 100 clients. Mais on n'arrive pas à avoir les 100 clients pour souscrire au produit. Parce qu'il y a eu des antécédents qui ont fait qu'ils ne sont pas satisfaits. Voilà. Sinon, si on veut lancer un nouveau produit, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher encore des nouveaux? Si les gens qui sont déjà là, à qui on a proposé des produits qui sont satisfaits, mais ils vont toujours souscrire pour les nouveaux produits. Voilà. On dit non, on veut lancer un nouveau produit, on n'arrive pas à avoir. Et puis quand on fait comment on va dire ça, l'enquête, on se rend compte que pour beaucoup même, ils ne peuvent pas souscrire parce qu'ils n'ont pas été satisfaits par rapport aux anciens produits. Voilà. Et donc, c'est pareil avec les travailleurs. Aujourd'hui, en ressources humaines, quoi, les salariés doivent pouvoir être considérés comme des clients internes. Et un client, quand on l'a, notre première préoccupation, c'est de le satisfaire. Voilà. Donc, les ressources humaines ont pour mission de satisfaire les préoccupations des travailleurs. Les travailleurs, là, ils se posent des questions. Lorsqu'on a fixé les objectifs de ce cours-là, on a dit quoi? L'un des objectifs, c'était de répondre aux questions ou aux préoccupations courantes des travailleurs. Donc, il faut que les travailleurs puissent répondre à leur satisfaction. Si on même si vous lancez une action de formation, les pratiques du droit social, du droit du travail, mais chaque année, on forme un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Voilà, chaque année, sur 2 jours, ne serait-ce que pour comprendre l'histoire et la philosophie même du droit du travail. Pour qu'ils comprennent que bon, ils ont des droits, mais ils ont aussi peut-être des obligations. Pour qu'ils comprennent que l'entreprise, là, c'est l'intérêt de l'entreprise, c'est eux-mêmes aussi leur intérêt. Quand les choses. Parce que nous, on a toujours l'impression du RH policier ou militaire, voilà, qui est là pour, on va dire, contraindre les travailleurs à. J'ai une de mes anciennes étudiantes qui avait soutenu dans une entreprise qui est dans le secteur du bois. Il y avait une scierie de bois. Et lorsqu'on travaillait sur je crois que c'est sur la gestion administrative du personnel même. Et lorsqu'on travaillait sur son mémoire, dans l'une de ses recommandations, je crois qu'il avait demandé au responsable des ressources humaines de ne pas trop être familier avec les travailleurs. Il avait écrit un truc dans ce sens. Et puis je lui demande, mais pourquoi tu dis ça? Il dit non, que. Elle dit ça parce que les travailleurs là, souvent, puisqu'ils travaillent dans les ateliers, donc souvent quand il fait chaud là-bas, quand ils ont chaud, ils viennent aux ressources humaines, ils veulent voir le responsable des ressources humaines. Donc, quand le monsieur n'est pas là, il s'asseye juste à la salle d'attente, prend un peu de fraîcheur, dans le temps que le monsieur finit. Il est parti. Donc il a dit, non, il faut enlever ça. Elle a dit, non, ok. Avant de finir ton travail, quand tu as fini ton travail, elle a dit, puis quand elle est partie présenter à son encadreur, son maître de stage, son patron, il était déjà demandé.
Mon patron me dit de laisser cette partie-là. Et puis lui expliquer pourquoi. Voilà. Pourquoi il fait ça. Parce que lui-même, dans son management, ça lui permet de voir, bon, ceux qui viennent toujours faire ces choses-là, qui sont un peu paresseux sur les bords. Voilà. Les gens avec qui on a utilisé la théorie grecque. Voilà. Lui-même, dans sa gestion là, ça lui permet de voir, voilà, les petits paresseux, les petits, ceux qui jouent un peu au malin. Voilà, ils pensent que, bon, on ne sait pas. On ne sait pas, alors que, voilà, où ils vont là, lui il est déjà assis là-bas. Voilà. Et puis souvent, lui, ça lui permet de leur donner des informations là-bas. Quand le gars, ils sont là, quand il a besoin d'une information, il n'a plus besoin d'aller là-bas. Voilà. Il raconte tout dans la salle. Voilà. Il n'a plus besoin vraiment d'aller là-bas. Quelqu'un vient une fois par an, il a besoin, ça peut lui peut-être il a besoin de donner une information dans la journée. Bon, il donne à ce monsieur-là, va dire au chef là-bas que bon, voilà, tel truc qui transmet ça. Voilà. Et puis bon, il n'y avait pas vraiment de problème puisque bon, le monsieur il était là depuis un certain temps, donc c'est par sa propre expérience, il a intégré ça dans son management. Donc quand les gars viennent, bon, lui-même ça lui fait rire, il sait que bon, ce gars-là, il est à cause du frère. il va jouer son petit coup et puis il est parti. Donc, c'est tout ça la gestion des hommes. Il faut intégrer toutes ces choses-là dedans et puis bon, tout même souvent ça vous amuse. Monsieur il est là, il demande, il est en train de parler, tout ce qu'il est en train de dire, attends, mais tu sais que ce qu'il est en train de te dire là, c'est pas ça le vrai message. Le vrai message se trouve dans ce qu'il n'a pas dit. Et puis quand il parle, attends, mais tu dis, bon, c'est ça, c'est comme là. Ah voilà, patron, c'est ça. Puis il va régler ton problème. Ouais, d'accord. Souvent, ils ne savent pas, hein. Moi, j'ai connu un gars comme ça. Un monsieur, il avait besoin d'avance sur salaire. Voilà. Puis, il a. Moi, j'étais assistant RH. Donc, il avait fait sa fonction. Il avait rempli son formulaire d'avance sur salaire. Et l'entreprise, on devait traiter les avances sur salaire en 48 heures. Voilà. Et donc, à chaque 10 minutes, 15 minutes, bon, il passe devant le bureau, il est dans le couloir, savoir si. Voilà. Et puis, on ne peut pas lui donner l'avance sur salaire parce qu'il avait atteint ce qu'on appelle sa quantité cessible. Voilà, qui est le tiers du salaire. Voilà. Mais il n'avait pas l'information. Et puis, bon, après il me demande, son travail sur salaire là, c'est comment? Je dis non. Donc, il vient dans le bureau, je s'assois, je lui dis, je lui explique. Mais ce que j'ai compris, c'est que s'il avait eu l'information tôt, il avait d'autres, on va dire, moyens de résoudre son problème. Voilà. Que de venir flâner là, il n'est pas sur son poste. Bon, il n'a pas son avance. Mais il ne savait pas que, voilà, parce qu'il avait déjà un prêt scolaire, et puis il avait un prêt spécial qui lui avait été concédé par. Donc ça fait que sa quantité cessible là, elle était atteinte. Donc on dit que bon, souvent c'est juste une question de communication, d'information qui va vous permettre de résoudre votre problème. J'avais une question sur d'autres points. Je voudrais qu'on m'explique un peu la durée de préavis. Quand on parle de durée de préavis, je sais que c'est par rapport à la catégorie d'abord. Maintenant, moi je veux savoir dans la faisabilité, même si par exemple quelqu'un a un CDD, que c'est un agent de maîtrise, et que son CDD doit être à terme peut-être le 30 novembre. Donc, je ne sais pas, on est dans le mois d'octobre. À quel moment, comment on le formule d'abord, je veux savoir comment on le formule
dans le contrat, est-ce que si on dit par exemple, si c'est l'entreprise qui doit finir son contrat, est-ce que les deux doivent prévenir d'abord, c'est-à-dire les deux parties doivent prévenir avant la fin du contrat? C'est pas, est-ce que ça d'abord ce sont les deux ou bien c'est l'entreprise celui qui prévient pour dire au gars qu'on arrête, ou bien le gars lui-même aussi doit, j'ai dit le gars, pardon, non, le salarié doit aussi prévenir si par exemple il veut, est-ce que lui doit prévenir dans un cas de, ça c'est le cas de CDD. Le renouvellement ou bien... Non, je veux dire dans le cas de CDD, est-ce que l'employeur doit lui dire qu'il va arrêter, s'il doit lui dire à quel moment, et puis dans le cas d'un CDI, il y a deux cas, dans le cas d'un CDI, est-ce que les deux parties doivent prévenir? Bon, dans le cas de CDI, c'est vrai qu'il n'y a pas de période, mais quand on veut arrêter, par exemple, moi je suis en CDI par exemple, et puis j'ai quelque chose. Combien de temps j'ai pour prévenir? Oui, mais comme vous l'avez dit, en CDI, le préavis là, il se fait en fonction de la catégorie et de l'ancienneté. Ok. Il y a un tableau, je pense qu'on va voir ça, quand on va parler dans le dernier chapitre, on en parlera. Mais c'est en fonction du CD. Là. On va parler, voilà. Donc, quand c'est un CDI, là, on doit se référer à ce tableau-là qui se trouve dans la convention collective interprofessionnelle. Maintenant, le CDD, on nous dit quoi? Il y a deux types de CDD. Le CDD à terme précis et le CDD à terme imprécis. Donc, dans les CDD à terme précis, on dit quoi? La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat avant l'arrivée du terme doit dédommager l'autre partie à hauteur du reste du montant de la rémunération à payer. Voilà, pour la période non exécutée. Par exemple, on a 6 mois de CDD. Moi, que ce soit l'employeur ou l'employé. Après 4 mois, je décide d'arrêter. Les 2 mois qui restent là, je dois dédommager l'entreprise. Si c'est l'entreprise aussi qui prend, on dit que c'est l'entreprise qui doit, si c'est l'entreprise qui prend l'initiative, elle doit dédommager l'employé à hauteur du montant de la rémunération à payer, restant à payer. Donc les 2 mois qui restent là, elle doit lui verser ça comme dommage et intérêt. En plus aujourd'hui de ce qu'on appelle l'indemnité de précarité. Voilà. Et donc, on dit quoi? Par analogie, la jurisprudence dit que, comme la loi dit que l'entreprise doit dédommager l'employé à hauteur de la rémunération restante, donc si c'est l'employeur aussi qui met fin au contrat, il doit dédommager l'entreprise à hauteur de la rémunération, n'est-ce pas, qui reste à payer. Voilà. Non, mais dans ce cas, l'exemple que vous avez pris, où la décision a décidé de mettre fin à 4 mois, les 2 mois restants, si la rupture provient de l'employé, il doit payer les... Oui, les 2 mois. Il est payé à 30 000, 30 000. Il doit donner 60 000 francs. Il doit payer 60 000 francs. À l'entreprise. Mais si vous arrivez à vous dites que vous les payez à 30 000, l'entreprise aura des problèmes. Vous voulez lui demander, vous voulez lui faire payer des dommages et intérêts. Attention. D'accord, mais dans le cas où c'est pas avant et que bon, on veut laisser arriver à terme, ben, on ne peut pas renouveler son contrat. Est-ce que l'entreprise a obligation d'informer? Non. Il est déjà informé dans le contrat, ça va arrêter, non? Voilà. Maintenant, si c'est dans le...
le contrat d'engagement a laissé qu'il y a une période pour informer voilà. Sinon, un CDD à thème. CDD, tu sais déjà quand ça va finir. Donc voilà. On n'a pas besoin d'être informé pour ça. Voilà, maintenant quand c'est à thème précis, quand c'est à terme imprécis, il n'y a même pas de période. Voilà, mais par exemple on dit on a conclu le contrat pour la période de la traite du cacao par exemple. Parce que souvent la traite là, ça dure 3 mois, ça dure 4 mois, voilà. Donc quand c'est un thème précis, c'est là qu'on informe l'employé, mais il n'y a même pas de délai. Voilà, si on a dit par exemple, c'est pour la période des vacances scolaires. Lui, c'est quand ça commence, c'est quand ça commence. Voilà. On va dire, ton contrat là, comme on n'avait pas déterminé la date exacte, mais tu vas arrêter à telle heure. Voilà. Tu vas arrêter à telle période. Et puisque c'est un CDD, le CDD, on a dit quoi? La durée maximum, c'est combien? 2 ans. 2 ans. Voilà. Si on n'a pas encore dans les 2 ans, ça veut dire qu'on n'a pas dépassé. Voilà. Mais, c'est pour la période, la période finie, nous, on arrête ton contrat de travail. Voilà. Mais dans le contrat a déjà déterminé là, il a déjà donné. Voilà. Et donc on a l'obligation, c'est à thème précis, on a l'obligation d'aller là-bas. Voilà. Donc on n'a pas il n'y a pas de précision pour dire il faut informer. Mais on dit le seul contrat on dit d'informer, c'est le contrat d'engagement à l'essai. Parce qu'on dit c'est un contrat précaire. Puisqu'on peut mettre fin à tout moment. Voilà. Sans indemnité ni préavis. Voilà. Ok, c'est bon pour moi. Merci. Donc si lui doit arriver à terme, on doit pouvoir informer le travailleur en fonction de sa catégorie, de la durée. Parce qu'on dit qu'il est renouvelable une seule fois. Voilà. On doit pouvoir informer le travailleur, voilà, à raison de la précarité, qui commence à chercher un autre. Voilà. Ok. Oui. Monsieur, je voulais savoir pourquoi on dit lorsque le CDD prend fin et qu'il n'a pas été informé, l'autre partie n'a pas été informée, c'est là qu'il transforme en CDD. Oui. Si il prend fin, n'est-ce pas, et que le travailleur n'a pas été informé et qu'il est toujours dans l'entreprise, ça devient un contrat à durée indéterminée. Voilà, là il est toujours, s'il est toujours là dans l'entreprise. Voilà. Mais c'est dans le contrat à thème précis comme ça. Si la date de fin est arrivée, que le travailleur, il peut dire qu'il a oublié, mais qu'il est toujours là. Oui. Est-ce que cela se transforme en CDI? Oui, ça devient un CDI. Voilà. Donc on ne doit pas le laisser rentrer. Voilà. Parce que moi, merci, parce que j'avais oublié, merci. Voilà. J'avais oublié ce côté-là aussi. C'est ce que j'ai appris, c'est pour ça que j'avais posé la question. C'est ça. Donc dans ce cas, comment on fait? Si on n'a pas l'obligation de le prévenir, et lui aussi il n'a pas retenu sa date. Oui. Il vient chercher quoi même? Moi j'ai l'impression qu'on doit informer 2 semaines avant. Au moins 2 semaines avant. C'est la fin. On doit informer 2 semaines, au moins 2 semaines avant la fin. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Ça dit que vous l'appelez. Parce que lorsque le contrat de travail prend fin, il y a des éléments à lui fournir. Exactement. Qui sont quoi? Il y a son certificat de travail. Il y a son certificat de travail. Je crois qu'il y a son relevé nominatif. Bon, ses bulletins, il a déjà ses bulletins de salaire. Le solde de tout. C'est le solde de tout compte. Donc ça doit être fait quand son contrat peut faire en même temps, pas un autre délai. Voilà les obligations. Aucune disposition ne dit qu'il faut lui adresser un courrier. Mais ce qui prend l'initiative. De quoi? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'est entendu que le contrat finit le 31 octobre. Oui. Et puis aujourd'hui nous sommes le
nous sommes le 28. Mhm. On suppose que nous deux, nous avons, c'est nous qui avons décidé ensemble. Et le 28, 29, 30, Mhm. 31, Mhm. le premier, le gars, il s'emmène au travail. Non. Il n'a Vous pas le devez droit de l'appeler avant la ça faire. pour lui dire, Donc c'est l'employeur. voilà. Maintenant, est-ce que, par exemple, le 31, lui, il ne vient plus? C'est-à-dire qu'on a fini. Le premier, lui, il ne vient plus. Il vient plus. Il n'y a pas de problème. Maintenant, à quel moment on lui donne tous ces. Mais on l'appelle pour dire, viens prendre tes. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a aucun. Ça pour prendre ses trucs pour partir. Voilà, c'est pour venir chercher les documents pour partir. Ouais, les documents qui sont, on dit la loi oblige à donner à l'employé là. Il n'y a pas le courrier d'information dedans. Voilà. Pas le courrier d'information. Les 3 documents obligatoires, c'est Le certificat. c'est le certificat de travail, le relevé nominatif et Le solde de compte. le solde de Tout compte. le solde de tout compte. Voilà. Donc les éléments à lui fournir là, c'est clair. Voilà. Maintenant, vous par, on va dire, par le système de gestion, vous pouvez faire un courrier pour dire, bon, tel jour, passe chercher tes documents. Voilà, puis vous préparez ça. N'est-ce pas, vous les lui remettez. Oui. Monsieur, on le dit là. Je te dis, non, ok. Vas-y, la gestion administrative, là, c'est. Voilà. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas. Comment on va dire ça? On a tellement d'informations. Ils n'ont pas la bonne. Voilà. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, la bonne information. Sinon, voilà, c'est dans le cas de l'essai qu'il y a une obligation de période. Bon, on n'est pas encore arrivé là. Mais cette disposition-là n'existe pas dans le cadre du contrat à durée déterminée. Voilà. Donc vous, simplement, vous devez peut-être l'appeler ou bien lui donner l'information que bon, son contrat ne sera pas, voilà, on va dire renouvelé, mais il n'y a pas de période pour lui donner, voilà, pour lui donner le document. Mais c'est dans le cadre de l'essai qu'on dit bon, voici les périodes dans lesquelles vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, voici comment vous devez dédommager le travailleur. Voilà. Donc si lui il pense que vous ne l'avez pas informé, c'est à lui de saisir maintenant l'inspecteur du travail. Et donc s'il arrive à l'inspection du travail, l'inspecteur lui dira mais voilà, l'employé n'a pas obligation de vous informer dans telle période que votre contrat sera renouvelé ou pas. Voilà. Donc vous lui donnez simplement l'information, n'est-ce pas, par écrit que bon, le contrat ne sera pas renouvelé. Il n'y a pas vraiment de périodes qui sont précisées dans le cadre du contrat à durée déterminée. Mais dans le contrat d'engagement à l'essai, voilà, puisqu'on dit que lui, il peut être rompu à tout moment sans indemnité ni préavis. Donc lorsqu'il doit arriver à son terme, il y a une période pour informer le travailleur, voilà, pour dire que bon, il sera renouvelé. C'est bon? Monsieur. Il reste 15 minutes. Donc, dans le contrat, on a les dispositions finales. Je marque la fin de la phrase. Et sous cette dernière disposition se trouve donc la date et les différentes signatures des parties. Parce que souvent les travailleurs
le plus souvent même, c'est le manque d'information ou bien même l'inexistence d'informations qui fait que bon, ils sont souvent dans certains son entreprise dit qu'ils sont des difficultés financières et que bon, ils veulent voir s'ils peuvent faire des règlements à l'amiable. C'était malin pour voir cette après, quand l'entreprise commence à dire qu'on a des difficultés financières, on va licencier en bonne et due forme avec les mesures d'accompagnement qui pourraient éventuellement accompagner pour après m'envoyer la proposition que l'inspecteur du travail leur a déjà faite par rapport à la volonté de l'entreprise. Quand j'ai regardé, j'ai dit bon, au moins, voilà, ça respecte les méthodes ou les procédures de calcul. Mais bon, sur la fiche, il manquait seulement, il avait 0 jour de congé de droit acquis. On lui demande, mais ton dernier congé là, c'est quand? Il dit non, qu'il n'a pas pu ce congé, son congé 2022. Il dit, ah, donc ça veut dire que tu as déjà au moins un mois de salaire là-bas. Voilà, donc, il faut demander à ce qu'on revoie cette partie-là, mais tout le reste là, avec les taux et tout ça, c'est déjà bon. Donc, on a l'immatriculation du salarié à la prévoyance sociale. Et cette immatriculation-là, n'est-ce pas, elle se fait, c'est une obligation pour l'employeur. Il y a des documents qui doivent être fournis. Et on a les effets de l'immatriculation. Donc, d'abord, l'immatriculation, c'est une obligation pour l'employeur et un droit pour le salarié. Et donc, tout employeur est tenu d'abord lui-même de s'inscrire. Voilà. Et l'obligation d'immatriculation incombe à l'employeur. C'est l'employeur qui doit déclarer le travailleur. Et tout travailleur a le droit de demander son immatriculation et l'affiliation de son employeur. Donc un travailleur peut se lever pour aller voir si il est immatriculé, s'il connaît le lieu de rattachement, l'agence ou le rattachement de son employeur. Et donc, pour faire l'immatriculation, il y a des documents d'attestation d'immatriculation qu'on retire d'abord. On peut le retirer sur le site de la CNPS. Donc, aller les chercher à l'agence, une attestation du travailleur. Une carte nationale d'identité, la photo de la CNI du passeport, une photo d'identité. Voilà. Donc vous devez connaître votre gestionnaire auprès de votre agence. Parce que dans chaque agence, voilà, chaque entreprise a un gestionnaire à qui elle doit s'adresser en cas de. Donc quand vous
déclarer les travailleurs. Bon, il faut connaître le gestionnaire de votre compte à la CNBS, même souvent rester en contact avec lui ou avec elle. Alors, il faut toujours avoir les informations. Et Monsieur, oui, il a demandé, c'est pour l'immatriculation des employés. oui, Et monsieur, maintenant c'est en ligne. En ligne. c'est ça. Et là, il demande seulement la pièce d'identité et l'extrait de naissance. Oui. Ça, c'est pour une certaine catégorie. Non, maintenant là, c'est sur leur plateforme. Oui, mais En plus, c'est tout. la CNBS essaie de faire tout en ligne. Hein? Mais elle a compris que ce n'est pas toutes les entreprises. Voilà, tu peux Tu faire peux faire le truc en ligne. les choses en ligne. Si. Il y a des entreprises qui sont dans des endroits républiques, qui ont des difficultés même pour sortir, pour Il n'y a pas de connexion. Si, toutes les entreprises qui sont dans la, comment on va dire ça, dans l'extraction minière, qui sont dans l'extraction pétrolière, qui sont dans les domaines agricoles, pastoral, etc. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'est que les choses se fassent en ligne, mais ça n'empêche pas l'ancienne méthode pour certaines entreprises. Voilà. Ça n'empêche pas l'ancienne méthode pour certaines entreprises. Nous, on a eu une auditrice en management de projet à l'agence de la 8e tranche qui a travaillé par exemple sur le projet DISA, la déclaration individuelle des salaires annuels. Et parce que l'objectif c'était d'informatiser la DISA vraiment à 100%. Mais on rencontrait des difficultés parce que le réseau, on va dire, Internet, les entreprises même qui sont dans les endroits même pour communiquer, il faut monter sur une colline, cacher le portable à un arbre. Voilà. Pour pouvoir communiquer. Donc, il y a toutes ces difficultés-là qui font que elle a compris que bon, si elle veut obligatoirement automatiser tout, bon, elle risque de perdre beaucoup de... Mais aujourd'hui, nous sommes dans la démarche qualité. Voilà. Donc, les effets de l'immatriculation à la CNPS est matérialisée par un numéro de 2 chiffres qui peut être communiqué au salarié soit par son employeur, soit à la CNPS. Et le numéro, il est unique. Voilà, on a un seul numéro en fonction du sexe, de l'année de naissance, de quoi encore, l'année d'embauche, etc. Il y a quelqu'un qui m'expliquait une soirée, il demandait à un agent d'envoyer ses documents pour se faire immatriculer. Donc il envoie les documents avec son numéro CNPS puisqu'il avait été déjà déclaré. Les gens ils mettent les informations. Bon, ils se rendent compte que le numéro est exact, mais ça ne correspond pas aux coordonnées. Tout simplement parce que le monsieur, il avait diminué son âge. On peut faire ça. Mais lui, il ne sait pas. Comment il ne sait pas? Il ne sait pas que le code, le numéro matricule, il y a l'année de naissance. Voilà, il y a l'année de naissance dedans. Ah, dans le nouveau truc qu'il a envoyé là. Voilà, alors que lui, il a envoyé un extrait qui ne correspond pas à l'année de naissance qui est sur. Donc il avait le choix, soit de se faire
déclarer avec le nouveau, voilà, la nouvelle date de naissance, soit d'envoyer son ancien extrait. Dis la nouvelle date de naissance. Parce qu'il avait déjà au moins 4 ou 5 ans de cotisation. Ah non, il va perdre. Mais oui, il va perdre. Il va perdre ça. Mieux il envoie l'ancien. S'il envoie l'ancien aussi, est-ce qu'il faut le garder? Peut-être qu'ils ont demandé un certain niveau d'âge. S'il envoie l'ancien. Physiquement même, il peut mettre l'entreprise en mal. Nous, on recrute quelqu'un de 25 ans. C'est ça. Et toi, tu as 50 ans. Effectivement, ça aussi, ça peut être un problème. S'il y a une limite d'âge pour le recrutement, et que c'est en fonction de ça que lui, il allait Diminuer son âge. en fonction de ça que lui, il allait diminuer l'âge. Bon, c'est compliqué, hein. C'est ça. Travail, c'est trop compliqué. Donc, autre activité, soit de recrutement, c'est les visites médicales d'embauche. Vous allez être sauvé. Donc, moment de la visite, qui réalise la visite. Donc, la visite médicale d'embauche intervient au moment de l'embauche d'un salarié et de façon précise, avant l'embauche ou plus tard, avant la fin de la période d'essai. Mais pour certaines situations, elle doit obligatoirement intervenir avant l'embauche. Voilà, pour les jeunes de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les salariés de nuit, les salariés qui sont exposés à des risques sanitaires ou en situation de pénibilité. Donc les salariés qui doivent par exemple travailler debout pour faire une visite médicale. On va faire une visite. C'est ça, c'est respecté. Soulevé par les secs. Quand l'expression du travail est facile, qu'on a su que c'est pas respecté. Oui. C'est ce qu'on dit toujours. C'est quand l'expression du travail Souvent est les choses facile. ont fait, et puis c'est quand il y a des problèmes que. Voilà, ça ressort. Voilà, ça ressort. C'est ça, par exemple, si vous n'avez pas vu ça, ça peut vous amener à payer des dommages et intérêts en cas d'handicap. C'est ça. Voilà. Du travailleur. Comme on l'a dit, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. On ne va pas dire non, lui-même il savait qu'il avait ça et puis bien. Il n'a pas donné l'information. Donc souvent c'est des choses qu'on ne fait pas, mais après, quand on est dans les difficultés, qu'on se rend compte que on n'a pas fait ça et puis maintenant on peut colmater les brèches. Et donc, qui réalise la visite? Elle est réalisée par la médecine du travail, le médecin d'entreprise ou un médecin assermenté, désigné par l'entreprise. Voilà. Donc, si on a un médecin d'entreprise, celui qui va faire la visite médicale. Sinon, il y a des spécialistes en médecine du travail. L'entreprise peut désigner un médecin auprès duquel on peut aller faire la visite. L'employé n'a rien à payer. Non. Voilà, justement. Ça aussi, souvent, les entreprises, voilà, qui demandent aux gens d'aller faire des visites médicales et puis de payer. Non. La visite médicale est à la charge. En tout cas, si c'est dans le cadre de l'emploi, elle est à la charge exclusive de l'employeur. Quelqu'un me dit une fois, mais pourquoi quand les gens passent le concours, on va dire c'est ça. Ça va y poser. La visite médicale, elle est, et l'employé pour lequel, par exemple, on a refusé
un emploi parce que, à cause des résultats d'une visite médicale, peut demander une contre-visite. Voilà. Contre-visite. Voilà, ça c'est vrai. Peut demander une contre-visite. Pour confirmer ou infirmer. Donc c'est lui qui choisit la clinique, qui choisit le médecin. Pardon? C'est l'employé qui demande la contre-visite là. Oui. C'est lui qui choisit l'endroit où il veut aller faire sa contre-visite. Oui. Mais est-ce que ça s'engage ou ça comment on dit ça? Ici on est supposé être dans la science. Supposé être dans la science. Un médecin, il est assermenté. Voilà. Il peut être corrompu. Justement, il peut être corrompu, mais ce n'est pas vous qui allez décider s'il est corrompu ou non. C'est le juge qui va décider. Mais c'est quoi l'employé lui? Ça dit que quand vous allez refuser de l'embaucher là, lui il peut saisir les choses pour aller au tribunal. Avec sa compte visite. Voilà, avec sa compte visite. Qu'il a fait lui seul, parce qu'on n'était pas là. Oui. Au moins, c'est la première visite. Oui, mais est-ce que le juge là, il ne va pas prendre seulement la visite, puis non, lui aussi va mener ses enquêtes en dessous pour trancher l'affaire. Voilà. Et puis quand c'est comme ça, il ne va pas vous demander de l'embaucher ou non, mais tout ce qu'il va vous demander, c'est de payer des dommages et intérêts. Parce qu'en droit, on dit quiconque cause préjudice à autrui est amené à le dédommager. Donc on ne va pas vous demander de l'embaucher. Voilà. Mais on va dire non, vous lui avez causé préjudice parce que vous avez fourni un résultat qui n'est pas vrai ou il n'a pas été recruté sur la base d'un résultat qui n'est pas juste. Voilà. Maintenant, le reste, c'est une question de droit. Voilà. Mais on va dire non, comme vous avez fait ça, embauchez-le. On a fait même fait d'embauche là, aussi, on peut gagner. Mais il t'embauche pas normalement. Voilà. Cette affaire est compliquée. Moi, je comprends pas. Bien que chez nous en Afrique, ici, c'est compliqué. Mais ce sont des choses qui se font, quoi. ce sont des choses qui se font au quotidien, voilà. Ah bon? Non, parce que nous, on laisse tout à Dieu aussi. C'est-à-dire, on dit, on t'embauche pas. Voilà, Bon, nous, mais même quand ça on fait des entretiens ou bien un truc d'embauche, est-ce qu'on ne fait pas une visite médicale même? c'est normal de faire ça. Donc tout dépend maintenant de la perception de chacun. Voilà, par rapport au préjudice qui lui a été causé. Voilà. C'est pas parce qu'il est arrivé chez le juge que le juge va dire mais pourquoi vous ne l'avez pas embauché alors que ce résultat-là dit qu'il n'a pas de problème de santé. Non, le juge aussi va mener ses enquêtes, etc. Voilà, il peut confier ça à un avocat ou un commissaire de justice, voilà, qui va poursuivre. Actuellement, nous, on voit mais si on confirme, c'est le juge qui va dire comment vous devez le dédommager. Voilà. Comment vous devez le dédommager. Voilà. Est-ce que vous devez donner 3 mois de salaire? Est-ce que vous devez. Il n'a même pas commencé à travailler tout ça. c'est quel salaire on va lui donner? C'est-à-dire, c'est en fonction du poste. Voilà, en fonction du poste, le juge. C'est qu'on avait prévu lui donner. Voilà, c'est ça que on calcule 3 mois pour lui donner. En tout cas, il va donner la manière dont vous allez le dédommager. Parce que ça ne peut pas être une amende. Ok. Mais, voilà, c'est le dommage et l'intérêt que vous allez lui payer. Voilà. D'accord. En fait, moi je comprends maintenant le bien fondé de ça parce qu'actuellement, on a un cas où la personne a mal au cou maintenant. Bon, je ne sais pas si maintenant, mais la personne a mal au cou. Et dit que c'est parce qu'elle s'assoit trop pour travailler sur l'ordinateur qu'elle a mal au cou. Je ne sais pas, quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'entreprise doit faire ou qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce qu'elle peut aller se plaindre quelque part? Comment c'est géré? Bon, je ne sais pas. Parce qu'actuellement, elle fait des soins. À sa charge. C'est vrai, on a donné une assurance. Actuellement, je ne sais pas trop si l'assurance passe
avec ces soins-là. Mais en tout cas, elle fait des soins qui coûtent cher. Oui. Je ne sais pas comment, si normalement l'entreprise devait prendre en charge, ou si l'entreprise ne prend pas en charge, Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de qu'est-ce qu'on l'affecter à en un autre poste ou à une autre fonction? Elle suit un truc Dans stratégique. lequel Il n'utilise pas il n'utilise pas l'ordinateur. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans une position ergonomique? Protéger l'ordinateur ou bien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ergonomie du travail. Si. Voilà. Est-ce que peut-être il ne faut pas changer son fauteuil? Voilà, on essaie de faire ces choses. C'est tout le minimum là, voilà. On n'a pas besoin de. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas relever un peu l'ordinateur avec un fauteuil qui lui permette. Voilà. Ok. Peut-être plus ergonomique, qui lui permet peut-être de temps en temps de. Voilà. Et le rôle du RH, c'est ça. Trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et souvent, ces solutions-là, elles ne coûtent pas grand-chose. Voilà. Et souvent, ces solutions-là, elles ne coûtent pas grand-chose. Voilà. Souvent, on cherche les solutions trop loin, alors que c'est juste à côté. En ressources humaines, il y a ce qu'on appelle l'ergonomie du travail. Voilà. Et l'ergonomie du travail, c'est ça. Les conditions dans lesquelles l'amélioration des conditions de travail. Voilà. Cette amélioration, ça peut concerner les postes de travail, ça peut concerner la lumière, ça peut concerner le climatiseur. Voilà. Donc, comment on arrive à améliorer ces choses-là de la manière, on va dire, la plus simple possible. Donc, il est 13h10. Monsieur dit 13h10. Il est 15h10. On vient nous chasser. Je vous envoie le support et vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu. Et vous? Est-ce que j'ai votre mail? Parce que elle, j'avais déjà reçu des mails. Envoyez-moi votre adresse par SMS. Ça, c'est notre troisième séance. Merci, monsieur. Et attendez un signal.